Voilà, c'était donc cette sensibilisation sur cette fièvre à virus Ebola. C'est très important que de se laver les mains, que d'obéir aux consignes de sécurité données évidemment par le ministère de la Santé. Avec vous, Madame Laure Egué Crédit, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes la présidente d'Aton Blanc, Toastmaster, et vous êtes là pour nous parler donc de la résolution des conflits. Qu'est-ce que c'est déjà que des conflits? Bon, conflit, on sait ce que c'est. C'est lorsqu'il y a tension, lorsqu'il y a dissension, mais allez-y avec une définition plus élaborée. Je commencerai par vous préciser que le conflit vient du mot latin conflictus, qui signifie attaque, heurt, choc. Et on peut définir le conflit comme une absence, la rupture de l'harmonie entre deux personnes ou deux entités au moins. Et cette rupture de l'harmonie résulte de divergences. C'est une définition assez simple. Positions qui ne seraient pas les mêmes. Voilà. Qu'on n'arrive pas, en principe, à concilier. À concilier, d'accord. Et justement, comment arriver arriver du moins sur un terrain d'entente? Nous en arrivons donc à la résolution des conflits qui peut être définie comme une solution que l'on trouve à un affrontement qui résulte de différences. Pour résoudre correctement un conflit, il faut d'abord identifier le conflit dont il s'agit. Parce qu'il y a plusieurs types de conflits. On n'est pas toujours obligé d'arriver à l'état extrême. Hein. On peut juste ne pas s'entendre sur un sujet. Est-ce que là, on parle de conflit? Lorsque dans une assemblée, pour prendre une décision, nous avons des positions tranchées, opposées, est-ce que nous parlons là de conflit ou de mésentente? Cela dépend de la réaction des uns et des autres. Oui. Si vous êtes tous les deux arrêtés sur votre position, carré, cela devient un conflit, puisque vous êtes opposés, vous opposez. Mais si vous semblez laisser des portes d'ouverture pour l'autre, à ce moment-là, on parle de mésentente. De mésentente, d'accord. Quand on est ouvert à l'autre, mais lorsqu'on est fermé à l'autre, on est dit forcément non, non et non dans et le non cadre d'un conflit. D'accord. Alors, dans ce cadre-là, où les positions sont hyper tranchées, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais donc commencer par définir les différents types de conflits. Parce que en fait, c'est là où c'est là. Voilà. Tout à fait, merci. Donc, pour les types de conflits, il y a plusieurs types, 6 types. Je peux vous parler de 6 types de conflits. Le premier type que je vais vous définir, c'est le conflit de valeurs. Et ce conflit, il se produit quand il y a incompatibilité entre les valeurs auxquelles croient les personnes. Et ces valeurs, ça peut être les principes, les préférences ou les pratiques. On le trouve souvent dans le cadre de la religion, dans le cadre de la politique et de l'éthique. Nous avons aussi un deuxième type de conflit qui est le conflit économique. Le conflit économique, c'est lorsque l'on est obligé de rivaliser pour des ressources maigres, de maigres ressources. Ça peut être des ressources financières comme des ressources humaines. Il y a le conflit interpersonnel qui se produit lorsque, dans le cadre de leur relation, au moins 2 personnes, ça peut être 2 personnes ou plus, ont des besoins, des buts et des approches qui sont incompatibles. Par exemple, dans le cadre du travail, vous êtes avec une personne, vous n'avez pas la même méthode de travail ou bien vous n'avez pas la même méthode de communication. Ça peut aboutir à un conflit. Ça fait 3 types de conflits. Il y a le conflit qui est lié au contexte, c'est-à-dire il découle du contexte. C'est un conflit qui est extérieur, qui découle d'éléments qui sont extérieurs à l'organisation. Exemple. Par exemple, un conflit qui est provoqué par le changement de gouvernement ou bien qui est provoqué par la récession. Et il y a le conflit, ça fait 4 conflits. Il y a le conflit... Alors, si nous nous arrêtons à ces 4 types de conflits, tout à fait, merci. On rappelle que c'est toujours des positions hyper tranchées. Oui, difficile vraiment de les concilier. On n'arrive pas à concilier. Voilà. À ce moment précis, allons-y sur les solutions, avec votre permission. Tout à fait. À ce moment précis, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement faire en sorte que l'harmonie puisse être de mise et que les objectifs déterminés par l'organisation, par l'État ou par le groupement puissent être atteints? Il faut choisir une approche par rapport au conflit auquel on est confronté. Et il y a différentes approches. On peut choisir par exemple l'accommodement.
C'est-à-dire, dans ce cas, on privilégie la relation à l'objectif qu'on veut atteindre. Par exemple, c'est le cas d'une personne qui se dit « j'accepte tout ce que tu me dis » pour éviter l'affrontement. Même si on n'est pas d'accord. Oui, elle accepte parce qu'elle ne veut pas aller à l'affrontement, donc elle accepte tout. Donc elle fait fi de ses propres intérêts et elle privilégie l'intérêt de la personne en face, la satisfaction de cet intérêt-là. C'est-à-dire qu'il y a forcément un qui doit plier. Qui accepte. Qui accepte. Voilà, on ne l'impose pas, c'est elle-même qui a choisi cette approche-là pour résoudre son conflit. Il y a l'inverse, la compétition. Là, c'est la personne qui met en avant ses intérêts propres. Et si vous voulez, sa devise, c'est cela ou rien. Elle n'entend pas collaborer, elle veut imposer. À ce moment-là, on n'arrivera pas à une situation de paix? On peut arriver à la résolution d'un conflit de cette manière. C'est une façon de résoudre aussi le conflit. Je veux dire, ça dépend du conflit au face duquel vous vous trouvez. En fait. Dans ce genre où nous sommes en compétition, est-ce que justement, avec des bases tranchées, est-ce que la compétition, certes, c'est très important, mais lorsqu'elle part sur des valeurs saines, c'est intéressant. Mais dans ce cadre où nous sommes sur des positions tranchées, on pourrait certes parler de compétition, mais aussi de moyens, enfin, tout est permis pour pouvoir atteindre l'objectif. Tout à fait. Contre l'autre. Est-ce qu'à ce moment-là, on parlera toujours de résolution de conflit? C'est une méthode de résolution de conflit. C'est une méthode de résolution de conflit. Vous voulez gagner. Et donc, à tout prix, mille prix, tous les moyens sont bons, quitte à même crier, faire des choses dans le dos de votre adversaire. Si vous avez en face de vous une personne qui, elle, plutôt privilégie la méthode de l'accommodement, c'est une méthode qui peut marcher. Et si vous avez deux personnes qui privilégient la méthode, du moins de la compétition? Si elles veulent arriver à une entente, alors elles vont être obligées d'aller au compromis. Ah, justement, je voulais vous emmener méthode de résolution. C'est-à-dire, dans ce cas, autant l'objectif que la relation sont importants. Donc, il faut arriver à un compromis, c'est-à-dire une solution rapide. Et pour ce faire, chaque partie fait des concessions. Et quand nous sommes dans un cas où aucune des parties ne veut faire des concessions? Si aucune des parties ne veut faire des concessions, la question à poser, c'est de savoir est-ce qu'elles veulent résoudre le conflit. Est-ce qu'une troisième partie pourrait s'inviter? Oui, un médiateur. Voilà. Tout à fait. On peut faire appel à un médiateur qui va venir pour essayer de concilier les points de vue des deux parties. Et donc arriver avec ce médiateur à ce compromis dont vous parliez. Oui, à un compromis, ou bien si c'est un très bon médiateur, il peut les amener à la collaboration, qui est une autre mode de résolution. Parce que lorsque les positions sont tranchées, on n'est pas d'accord, je refuse, et qu'on passe dans la compétition, ce n'est pas très évident que l'un puisse accepte de vouloir baisser la garde. Tout à fait. Et justement, l'intervention d'une troisième personne permet aux deux parties de s'écouter, de s'entendre, de s'exprimer. Donc compromis, et pourquoi pas in fine, collaboration. Collaboration. Dans la collaboration, en fait, on recherche la solution qui est adéquate, idoine pour les deux parties, qui satisfasse les deux parties. C'est vraiment le top de la résolution des conflits, parce que chacun est satisfait. Alors, donc, ce qui est important au niveau de la résolution des conflits, c'est que si l'une des parties ne décide pas de laisser tomber et de faire en sorte que les projets de l'autre puissent couler, à ce moment-là, il faut qu'une troisième partie s'invite ou c'est l'une des parties qui invite le médiateur. Comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un se propose, écoutez, je vois que ça n'avance pas du tout, je voudrais m'ériger en médiateur, ou l'une des parties se dit, écoute, on n'arrive pas du tout, on n'avance pas du tout, on va chercher quelqu'un. Les deux cas de figure existent. Oui, tout à fait, existent. Et il y a enfin la dernière approche qui est l'évitement. Ce sont les personnes qui évitent les conflits. Et nous, on ne va pas éviter la pub, parce que c'est l'heure de la pub, on se retrouve dans quelques instants. Merci. Chez Move, nous vous donnons chaque jour des raisons de nous faire confiance. Avec Move Merci, appelez tous les réseaux à 75 francs la minute et recevez chaque fin de mois des bonus en minutes d'appel, en SMS et en Internet à partir de 2000 francs de consommation mensuelle. Tapez étoile 250 dièse, passez le cap et accédez à un univers de cadeaux. Merci pour votre fidélité. Move, no limit.
Voilà, alors Madame Crédit, Marie-Laure Crédit est toujours en notre compagnie avec laquelle nous parlons de la résolution des conflits. Et nous étions justement sur un point précis, vous avez dit l'évitement. Alors, comment ça fonctionne? Dans le cas de l'évitement, ni l'objectif ni la relation ne sont importants. Donc la personne, elle fuit. Elle se dit, c'est pas la peine, on n'a pas les mêmes objectifs. Non, elle se donne le temps, en fait, de résoudre le conflit. Donc, elle se dit, je verrai après comment résoudre le conflit. Donc, elle se donne le temps. Et cela peut être productif aussi. Deux fois, il ne faut pas trop chercher à résoudre un conflit dans le feu de l'action. Voilà. Voilà. Donc, le délai qu'on se donne peut permettre de mieux appréhender la situation et de trouver justement la meilleure approche pour résoudre le conflit. Ou peut permettre de durcir la position aussi. Tout à fait. C'est l'inconvénient de cette méthode. Donc, justement, quelle est la bonne approche de toutes ces méthodes, justement que vous avez données? Quelle serait la bonne approche pour résoudre un conflit? Toutes les méthodes sont bonnes. Cela dépend du conflit auquel on est confronté. On ne peut pas privilégier une approche par rapport à une autre. Il faut prendre le temps d'analyser la situation et puis de voir quelle est la méthode qui est la plus adéquate. Surtout dans le cadre de la troisième méthode, en laissant un fossé. Vous savez évidemment que le fossé se remplira d'eau. Et finalement, lorsque vous désirez aller vers la troisième personne, il vous faut à ce moment-là moins de transport, une pirogue, et c'est compliqué. En tout cas, merci d'être venu. Au total, que retenir de votre intervention? Si je veux résumer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit qu'on ne puisse pas résoudre. L'essentiel, c'est de prendre le temps et d'avoir surtout le désir de vouloir aller à la résolution du conflit. Parce que cela dépend des acteurs en présence. Parce que vous aurez beau vouloir, en tant que médiateur, concilier des personnes qui ne veulent pas se concilier, vous n'y arriverez pas. Et puis franchement, ne pas vouloir se concilier, ça diminue l'espérance de vie, hein, parce que ça vous donnera des palpitations, de l'ulcère, vous voyez la personne arriver, vous êtes fâché, alors qu'elle a d'autres soucis peut-être. Enfin, anyway. Merci d'être venu. Merci beaucoup, excellente journée de mardi. Merci. Monsieur Brédoumi, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien, madame. Alors vous êtes Monsieur Brédoumi Kouassissou Maïla, directeur général des productions et de la sécurité alimentaire au ministère de l'Agriculture. Et avec vous, nous allons parler donc de la troisième édition des journées de l'administration agricole délocalisée. Oui, madame. Merci, vous allez madame. bien? Bonjour, madame. Je vais bien. D'accord. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir. Vous avez le ici. bonjour de monsieur le ministre qui m'a autorisé à venir être là ce matin. Voilà. Alors, la troisième journée de l'administration agricole délocalisée. Oui, merci, madame. Vous savez que l'agriculture, c'est d'abord le terrain. C'est le monde rural. Et le ministre de l'Agriculture, M. Sangafoua Coulibaly, a mis en place un instrument qui permet le développement de l'agriculture, qui est le Programme national d'investissement agricole. Dans sa mise en œuvre, il y a un certain nombre d'instruments, dont les instruments de communication, justement, qui font partie du secteur agricole. Vous vous rappelez bien la Coupe nationale du progrès, le SARA, voilà, qui vont revenir. Il va l'annoncer bientôt. Le SARA l'annonce va se faire très bientôt. Oui, le SARA revient, vous verrez bien dans quelques jours, le ministre lui-même avec le Premier ministre va le lancer. Mais un autre élément que le ministre a envoyé, qui est une innovation, c'est justement les journées de l'administration agricole délocalisée, qui amène toute l'administration agricole dans une région, dans un espace, et qui permet donc, qui a pour objectif donc de comprendre les problèmes de la localité et donc d'écouter les producteurs et de les traduire plus tard en diligence et éventuellement trouver des solutions. Donc voilà, nous avons fait la première édition dans la région de Soubré, dans le sud-ouest, qui a coïncidé avec la première campagne après la réforme de la filière café-cacao. Donc ça a permis d'expliquer la réforme et ses bénéfices. La deuxième édition, c'était dans le Béré, dans le Ourodougou et dans le Denglé. Au cours de cette deuxième édition, l'élément majeur, c'était d'annoncer qu'il y a un grand programme qui se passe au nord et au nord-est, qui va s'étendre à l'ouest, et aussi d'expliquer justement la réforme de l'ANACAD qui venait de se faire, et donc d'installer un grand projet de développement rizicole dans la région de Guinée. Vous savez, chez nous au village, on nous a appris que quand l'éléphant boit de l'eau, il profite pour nettoyer sa trompe. Exactement. Donc chaque fois que le ministre veut faire un événement, il associe quelque chose qui est important. Alors on va maintenant pour la troisième édition. La troisième édition est une combinaison de plusieurs choses coïncidentes. La première chose, c'est qu'elle se passe dans le nord, en 3 étapes essentielles.
La première étape, c'est dans la région de la Bagoué, dans le Bondiali, et donc qui est parrainé par le ministre des Postes et d'éthique, le ministre Bruno Koné. Et la deuxième étape, ce sera dans la région du Kyologo, à Ferké, et qui est parrainé par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Soro Guillaume. Et la troisième étape, à Korogo, qui va finaliser, parrainé par M. Gonkoulou Bali, Amadou, qui est le secrétaire général de la présidence, ministre d'État. Alors, de quoi on va parler là-bas? D'abord, l'agriculture, comme je vous l'ai dit, c'est le terrain. Il y a un certain nombre d'activités, des programmes qui sont réalisés, qui sont partis de la mise en œuvre du PNIA, comme je vous ai parlé. Donc, à Bondiali, nous allons partir d'abord à Kolia, où le ministre va visiter une usine qui est de transformation agricole qui va se faire là-bas. Après, il y a un grand barrage qui a été construit sur un projet qui va être inauguré. C'est 2 barrages même, l'autre en finition, mais l'autre est fini. Le ministre va remettre le barrage aux producteurs. Et donc, ce barrage, c'est un grand barrage qui va mobiliser près de 14 millions de mètres cubes d'eau, 8 millions pour celui de Bon et 8 millions pour celui de Bémou, qui va permettre de mettre en valeur près de plus de 250 hectares de riz. Vous vous rappelez bien que nos grands problèmes ici, c'est le riz. Évidemment, autosuffisant. Voilà, autosuffisant qui est visé, donc il faut les mettre en œuvre. Et donc, ce sera les grandes réalités que nous allons voir là-bas. Donc, après ça, il y a un ensemble d'appuis aux producteurs que le ministre va faire à travers des kits d'intrants agricoles qu'il va faire aux femmes, aux productrices là-bas. Et donc, cette journée de la Bagoué est placée sur ce qu'on appelle l'agriculture familiale. Cette année, les Nations Unies ont déclaré l'année 1994 comme l'année de l'agriculture familiale. Après Bondiali, nous aurons à Ferké-Sédougou la journée de la femme rurale. Là-bas, nous allons... Merci. Dans le secteur agricole de l'Ivrier, c'est les femmes qui dominent. Femmes rurales. Donc, le ministre va en plus lancer le démarrage d'un grand barrage, 4 millions de mètres cubes d'eau à Sangopari. Sangopari qui va permettre aussi de mettre en valeur près de plus de 150 hectares de riz, mais qui va permettre aussi la pisciculture et la pêche, parce que les plans d'eau qui vont être en amont, en aval du barrage, vont permettre donc d'avoir de l'eau. Et donc, quand vous avez de l'eau, c'est facile d'évaluer. Il y a aussi les poissons, il y a aussi les oiseaux, l'écosystème. Il y a une revitalité de la voilà, nature. donc là aussi, le ministre va faire la visite d'une usine de transformation de carité pour les femmes. Des femmes là-bas, donc c'est la journée de la femme qui coïncide avec les manifestations que nous allons mener avec l'INADES. Donc là, on ne peut pas aller à Ferké sans parler de sucre. Vous savez qu'il y a un grand complexe sucrier, 2 complexes là-bas. Et le ministre a dû avoir l'appui de l'Union européenne pour près de 5 milliards de francs CFA pour appuyer notre filière canne, qui est l'objet souvent des fraudes, comme vous le savez. Et donc, le matériel agricole va être donné pour l'ensemble des 4 complexes. Ferké 1, Ferké 2 vont avoir à peu près 250 millions de matériel agricole aux cannes, pour dynamiser un peu surtout les plantations villageoises. Vous savez que la canne, c'est la production industrielle et les productions villageoises. Là aussi, donc, après ce lancement de ces travaux, le ministre va recevoir les populations, parce qu'à chaque étape, après les choses, le ministre reçoit les élus, le corps préfectoral. Pour être à l'écoute de leurs préoccupations. C'est ça, c'est une grande séance où chacun passe à son tour, où on passe. Nous sommes là pour prendre les notes, pour traduire après. Et traduire en diligence et en résolution. Maintenant, là-bas, c'est l'agriculture de la femme rurale. Maintenant, la dernière journée, Korogo, ça coïncide avec la journée mondiale de l'alimentation. Chaque année, le 16 octobre, la FAO a déclaré comme journée mondiale de l'alimentation. Donc, on a combiné cela. Mais Korogo, donc, le clou. Alors, Korogo, qu'est-ce qui va se passer? Il y a d'abord que le ministre va aller toujours visiter les femmes productrices, et particulièrement les femmes de carité, parce que c'est une innovation assez forte en carité, mais aussi le coton, l'anacade. Mais là, on va mettre le point sur l'explication et le bilan de la première étape, la mise en œuvre de la campagne, des campagnes successives, des 2 dernières, qui ont fait l'objet de l'application du PNIA. Alors, vous savez que nous avons eu une production record cette année dans tous les secteurs. Le cacao, vous l'avez vu, c'est 1,7 million, jamais vu. Le coton, à partir de 120 000 tonnes, après la crise, on a 405 000 tonnes. L'anacade, on est de là de 500 000 tonnes. Une dynamisation du secteur. Ça, avec des projets viables comme celui du PNIA, par exemple. Voilà, vous le voyez. Nous sommes heureux d'accompagner le ministre dans cette grande aventure. Et donc là-bas, le ministre va récompenser un certain nombre de producteurs. Mais là aussi, le ministre va annoncer
Le deuxième résultat du fonds d'appui au secteur vivrier, le fonds vivrier. Les femmes il y a eu 200 postulantes coopératives et le ministre va annoncer les résultats là-bas. Il va récompenser les meilleurs, va donner le prix de la meilleure producteur au niveau anacarde comme coton. Mais là aussi, nous avons quelque chose d'important, comme je vous l'ai dit, qui va être la signature d'une convention entre la FAO et le ministère pour le lancement du recensement agricole. Vous savez que ça, c'est très important. On le faisait tous les 10 ans, mais depuis un mois, on n'arrive pas à le faire. Et là, vous allez recommencer? On va recommencer. Donc, le ministre va signer une grande convention avec la FAO qui nous assiste, avec d'autres partenaires, pour ce grand programme de recensement agricole. Ce grand recensement va aboutir à la mise en place plus tard de la Chambre d'agriculture renouvelée pour que tout le secteur soit mieux restructuré. Alors, on voit bien que les bases, les jalons qui ont fait donc la fierté de l'agriculture en Côte d'Ivoire, il y a une certaine époque, vont revenir. Absolument. La Coupe nationale du progrès, vous l'avez dit, il y a le Sahara, le salon qui revient, et d'autres projets. C'est très important. C'est très important. D'aller même surtout à la rencontre des populations. Et ce qui est important, madame, c'est que le développement agricole doit être équilibré. Et justement, M. Bredoumi, les préoccupations des agriculteurs de la Bagoué ne sont pas pareilles que celles des femmes de Korogo ou celles des planteurs de même celle du sud, si vous savez que le sud, on a eu l'inondation des plantations de bananes, de desserts. C'est pas la même chose que là-bas, alors qu'à un moment donné. Donc, on a des... Donc, il est bon d'aller à la rencontre de ces personnes. Et nous l'avons fait dans le sens de la montre. On a commencé le sud, on est là, on va au nord, peut-être qu'on va tourner. Okay. Et donc, toutes les régions verront la visite de M. le ministre. Et avant même la visite, il y a des activités qui se font. Donc, le ministre va vraiment pour inaugurer et lancer. Chaque fois, on inaugure et on lance un projet. Alors, à quel numéro on devrait vous joindre, M. Bredoumi? La ligne du bureau, c'est le 20 21 50 86. Et mon portable, parce qu'on bouge beaucoup. D'ici, je m'en vais directement à Korogo pour anticiper. Voilà. Donc, je suis au 05, au 06, 88, 88. 05 06 88 88. Alors, je pense que le numéro même s'affiche au bas de votre écran. Le numéro est très connu d'ailleurs. Puisque quand même, nous sommes en contact avec le monde rural. Exactement. Donc, il faut que ce soit un numéro très facile pour que les gens puissent justement nous contacter. Voilà. Alors, vous êtes M. Bredoumi Kouassi Soumaïla. Oui. Et vous avez tout à l'heure fait un brillant exposé sur la 3e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée, initiée. Vous êtes directeur général des productions et de la sécurité alimentaire. Madame, je vous assure, je termine au ministère de l'Agriculture. Voilà. On a fini. Il y a les expositions, il y a des expositions qui se font. Les journées ont lieu les 16, 17 et 18, mais 17 et 18, il y a des expositions de tous les partenaires techniques, le monde rural, qui se fait à Korogo. Donc, vous pouvez y aller, voir tout ce que le monde agricole comporte, des merveilles. Merci beaucoup. Merci, madame. Alors, Christelle, prenons-nous une transition où on y va directement. Alors, donc, la transition, c'est la société musicale d'Abidjan qui faisait sa rentrée. Regardez. Abidjan Institut Goethe, nous sommes le jeudi 25 septembre 2014. La soirée de la rentrée artistique de la Société musicale d'Abidjan s'est produite pendant 2 heures. Le spectacle 2014, comme pour chacune des éditions, a drainé du monde. Cette soirée d'interprétation artistique est dédiée à la prestation de virtuoses artistiques en tout genre, à l'image de M. Achille Roland Kouassi, pianiste hors pair. Le public a aussi eu droit à la prestation d'une chorale aux sonorités envoûtantes. Sana si pamba
Les passionnés de musique en ont eu pour leur compte. Nous avons une soirée tout à fait intéressante, dans la mesure où on a vu des musiciens qui sont vraiment des virtuoses. Nous avons vu donc des vocalistes comme des instrumentistes qui prennent leur art au sérieux. On sait que l'art et la science sont finalement des voisins. Parce qu'on s'attendait à voir des musiciens qui excellent seulement en improvisation, en émotion, mais on se rend compte qu'il y a une précision dans leur jeu qui est proche de la science. Et donc cette rentrée musicale consacre le mariage de la science et des arts. C'est toujours avec joie que j'assiste à la soirée artistique, c'est la deuxième fois. J'avoue que c'est une merveille et on est heureux de participer à ces manifestations. On en sort un peu rajeuni et puis heureux, le cœur gonflé de joie, de bonheur. J'ai passé une agréable soirée. C'était vraiment rafraîchissant d'écouter cette chorale chanter. C'était autre chose que le bruit habituel qu'on entend. Donc vraiment merci, c'est une initiative à encourager. J'ai été vraiment très heureux de recevoir ce charbon public à cette soirée-là. Mettre en valeur notre patrimoine musical africain et ivoirien qui est souvent négligé au profit des musiques extérieures. Nous avons aussi voulu mettre en valeur une forme musicale qui est un peu inconnue et ce que nous attendons c'est vraiment que nous puissions être soutenus, nous puissions être appuyés par les autorités compétentes et toutes les personnes de bonne volonté. Nous et l'ensemble de tous ces groupes-là qui se battent pour pouvoir faire émerger l'art africain, l'art ivoirien, pour pouvoir faire marcher notre Afrique vers le développement. La Société musicale d'Abidjan est une plateforme d'expression pour tout féru et praticien de la musique. Voilà, alors nous allons prendre langue maintenant avec Monsieur Kwasigi et Monsieur Fofana Alassane. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes là pour nous parler donc des journées des innovations technologiques à Biétry. Et ça sera donc le 15 octobre. Oui, bien entendu. Bon, il faut dire qu'hier déjà on était ici avec notre partenaire indien, Monsieur Rao, pour parler de cette journée-là. Et on avait annoncé aussi l'organisation d'un salon, puisque nous on vient en prélude à l'organisation d'un salon qui se tiendra aussi en novembre. Okay. Voilà, donc on est ici avec M. Fofana du Conseil Coton Anacad pour parler d'abord de la journée de l'innovation, pardon, de la journée de l'innovation des technologies. D'accord. Donc on l'écoute. Monsieur Fofana, bonjour. Ok, bonjour madame. Comme il a dit, je suis Fofana Alassane du Conseil Coton Anacad. En prélude, comme il a dit tout à l'heure, de la journée des innovations technologiques qui a lieu demain, le Conseil de Coton Anacad organise un événement d'envergure internationale prévu en novembre prochain. Et ce salon a prévu des thèmes. Le principal thème, c'est la valorisation de tout ce qui est équipement et technologie et transformation de l'Anacad. Et ensuite, on aura un sous-thème, la promotion de tout ce qui est produit dérivé de l'Anacad. Et donc, déjà, on ira demain soutenir notre partenaire, qui est le CDT. Mais je tiens très sincèrement à remercier le DG du CDT qui a permis que nous soyons là pour parler aussi de ce grand événement qui a lieu en novembre prochain. Vous pouvez regarder la caméra. Oui. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de votre intervention, M. Kwasigi, pour les détails. Ok, il faut dire que nous, c'est le CDT, le Centre de démonstration et de promotion des technologies, sous tutelle du ministère de l'Industrie. Et notre rôle fondamental, c'est de faire la promotion de tout ce qui est technologie. Et la journée est axée ou bien dédiée à la technologie de transformation de l'Anacad. Et aujourd'hui, c'est notre présence aujourd'hui vise à dérouler, n'est-ce pas, le contenu de cette journée-là. Bon, tu commences bien entendu à 9h. Donc à partir de 9h déjà, nous avons l'accueil et l'installation des différents invités. Et à 9h, de 9h à 9h10, on a les différentes allocutions. Allocution du PCA, du CDT, allocution du DG, de CDT, du DG, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à partir de 10h, on a de façon pratique, n'est-ce pas, une visite dédiée, n'est-ce pas, à la ligne complète de transformation de l'Anacad. Et il est intéressant de dire ici que nous avons pu, en collaboration avec le partenaire indien, avoir son accord pour que les machines fonctionnent de façon ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment dirais-je, même la machine sera ramenée, n'est-ce pas, dans son expression la plus simple pour pouvoir, n'est-ce pas, amener les différents participants à démystifier en matière de technologie. Parce que, bon, dans l'entendement des gens, la technologie, c'est quelque chose qui est complexe, qui est compliqué. Donc, on aimerait, n'est-ce pas, ramener
la technologie à son expression la plus simple possible. Donc depuis le début jusqu'à la fin, on aura les noix de cajou qui seront transformées pour avoir en fin de processus, n'est-ce pas, des amandes qui pourront être testées, goûtées pour voir comment est-ce que la machine est efficace. Bon, suite à cela, on aura différentes communications. On aura la communication du FNJ, le Fonds national de la jeunesse, qui va, n'est-ce pas, donner un peu les modes de fonctionnement, de financement de projets jeunes. On aura la communication du Conseil du coton de l'ANACAD, qui va développer un thème spécifique en rapport avec les technologies et la transformation de l'ANACAD. Et puis en dernière instance, on aura la communication du partenaire indien Best Engineering Technology, qui va donner un peu sa vision par rapport aux différentes activités qu'il vise mener en Côte d'Ivoire en collaboration avec le CDT. Donc après les communications, on aura une pause. Et après la pause, à partir de midi 20 jusqu'à 17h, on aura maintenant une autre séance de visite dédiée, non pas seulement à la technologie de noix de cajou, mais à toutes les technologies qui sont disponibles au CDT. Et je reviens encore sur le fait qu'au-delà de la technologie de transformation d'ANACAD, on avait voulu aussi présenter d'autres technologies innovantes dans le domaine de la transformation du riz, dans le domaine de la transformation du maïs, dans le domaine de la transformation des produits, en fait, de presque tous les produits agricoles. Voilà, c'est un peu ça le déroulé de l'événement. Donc on invite, n'est-ce pas, les différents téléspectateurs et toutes les parties qui ont été contactées, n'est-ce pas, à être présents à cette journée. Alors c'est à Billetterie, oui. Principalement sur quel site? Bon, faut dire à Billetterie, faut dire en allant à l'aéroport, on a d'abord l'ancien Koumassi, le carrefour ancien Koumassi, après on a le carrefour Camp Commando, juste après le carrefour Camp Commando, on a le carrefour ancien Koumassi. À droite, on a Lozère et un peu devant, on a la résidence de Feu Philippe Yassé qui est considérée un peu comme la référence en la matière. Juste en face de la résidence de Feu Philippe Yassé se trouve le centre de démonstration de promotion de technologie. D'accord. Alors les contacts Bon, pour le fixe, on a le 21 35 38 04. Et pour le téléphone portable, on a le 09 91 02 82. Merci d'être venu et excellente journée. Merci, madame. Merci à vous. Madame Massandji Keïta, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, vous êtes productrice de beurre de karité et voilà, vous êtes là pour parler donc de l'importance de groupement dans ce secteur-là. Oui. Vous êtes là avec du bon beurre. De karité. J'aime bien la couleur en fait. Alors, on a nous avons différents types de couleurs. Là. Oui. Ça, c'est différents types. Bon, excusez d'abord, bonjour Christelle. Salut. Bonjour, chers téléspectateurs. Ça dépend de la fabrication, en fait. Exactement. Tout part de la fabrication. Lorsque la noix est bien grillée, ça donne une couleur un peu plus blanchâtre. Lorsque c'est pas trop bien grillé, ça donne cette belle couleur. Dans tous les cas, les vertus ne changent pas. Non, ça ne change pas. Alors, pourquoi justement pour le beurre de karité, il faut aussi être en groupement? Effectivement, lorsqu'on parle de telle ou telle filière, ça a commencé d'abord par des petits groupements avant des associations, des coopératives. Voilà. Et avant d'arriver maintenant à une fédération. Et c'est cette fédération-là maintenant qui nous amène à une filière. Voilà. Donc, pour le karité aussi, nous sommes en plein boulot pour pouvoir mettre ces coopératives-là en place. Tout à l'heure, il y a le directeur qui est passé. Oui, il a annoncé de bonnes choses pour le secteur. Pour le secteur karité, il a dit que le ministre de l'Agriculture, notre ministre, M. Koulibaly Sangafoa, va se rendre à Korogo Feke. Vous serez là-bas, j'espère. Oui. Demain, nous tous on ira là-bas pour financer une petite unité de transformation de karité. Voilà. Mais cette unité de transformation de karité qui va donner à Feke au Bunjali, c'est pour une coopérative très bien organisée. Pourtant, il y a d'autres qui sont dans le secteur karité qui exercent encore dans l'informel. Voilà pourquoi il faut beaucoup se mettre ensemble pour pouvoir bénéficier aussi des subventions. Et ça va aider aussi notre filière à sortir de l'informel. Et c'est tout ça aussi qui va permettre aussi à l'État d'avoir une certaine visibilité. Visibilité, c'est clair. Dans cette filière. Justement, aussi, il y a des femmes qui veulent faire joindre des coopératives, comment faire? Est-ce qu'il y a, par exemple, à Korogo, des coopératives assez fortes qui sont connues dans toute la ville, où ces femmes-là peuvent justement se faire enregistrer? Comment ça s'organise? Il faut s'organiser en fonction de ce qu'on fait.
Il y a d'autres qui sont dans cette filière, qui sont là rien que pour le ramassage des noix. Disons, la cueillette, quoi. Voilà, la cueillette seulement des noix. Et il y a d'autres qui sont là pour la transformation du beurre. Tandis qu'il y a d'autres qui sont là rien que pour commercialiser le beurre de karité. Donc, il faudrait voir dans quel collège l'on se situe. Si, par exemple, moi, je suis une collectrice de noix, moi et mes compagnons, mes amis collectrices, on crée une association. On crée une petite association, même si on est 5, on est 4. Et on se fait enregistrer. On se fait enregistrer. Soit on se fait enregistrer, soit à la mairie comme ça, ou bien même au conseil général. On se fait connaître pour dire, ah, nous sommes des collectrices de noix de karité. Voilà, on a tel nom. Un peu. Là, comme ça, quand des autorités arrivent dans la ville, on sait qui fait quoi. On sait qui fait quoi. Si, par exemple, moi, je ne fais que la transformation du karité, moi et mes amis qui transformons le karité, nous nous mettons aussi en groupement. Et ainsi de suite, nous, on vend que le beurre de karité. Par exemple, sur les marchés de Côte d'Ivoire, comme ça, on peut créer aussi une association des vendeuses de beurre de karité. Et se faire déclarer aussi. On dit, voilà, nous ne vendons que le beurre de karité. Si par exemple, toi, tu as décidé d'exporter le karité, tu dis, ah, moi, j'exporte que le karité, tu crées ton entreprise. Pas forcément ton entreprise, mais tu te fais déclarer aussi. Tu dis, voilà, j'exporte le karité, voilà tel nom je porte. Voilà. Pour que l'État même ait une certaine visibilité dans cette filière. Et puis on sait qui financer ou voilà. pas. Hein. Ça va aider aussi la filière, quoi. Merci beaucoup, Massandji. Alors, à quel numéro on pourrait joindre votre groupement ou votre coopérative pour que les femmes aussi commencent à se faire enregistrer? On peut nous joindre au 01 18 38 79. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Merci. Alors, on se retrouve, c'est la fin de la matinale, on se retrouve donc demain pour une autre. D'ici là, portez-vous bien et voilà, vive la Côte d'Ivoire, au travail surtout. Bye.